Bonsoir. En quelques décennies, Dubaï est devenue une ville opulente, mondialisée. On parle d'elle comme la Singapour du Moyen-Orient. Alors je vous propose aujourd'hui de faire connaissance avec cette cité et avec ses projets pharaoniques. C'est en bordure du golfe Persique que se trouve Dubaï. Cette ville est l'un des 7 Émirats constituant les Émirats arabes unis, dont la capitale est Abu Dhabi. Cette fédération des Émirats est née en 1971, au départ des Britanniques. Elle s'étend sur 84 000 km². C'est une zone de désert, peuplée de 4,5 millions d'habitants. Dubaï est donc l'un des 7 Émirats, mais il produit à lui seul plus du quart de la richesse de la fédération, avec un PIB par habitant qui dépasse 18 000 $ par tête. Alors sur quoi repose la richesse de ce petit Émirat ? D'abord sur la famille des Al Maktoum, qui a fondé l'Émirat en 1833. Elle se lance alors dans l'industrie de la perle et prend peu à peu le contrôle de la contrebande entre l'Inde et la Perse, d'où le nom de Côte des Pirates qui est donné à la région, et le début de cette fonction de redistribution que prend Dubaï en accueillant des marchands arabes, perses, indiens. Car comme on le voit sur cette photo satellite, la ville de Dubaï s'organise de part et d'autre du Khor, c'est-à-dire un bras de mer long de 10 km. Cette crique permet d'abriter un port naturel très protégé, à l'origine de son développement comme place de commerce. Dubaï a donc développé ses infrastructures portuaires. En 1972, elle met en service un 3e port à l'embouchure de la crique, à proximité de l'aéroport. En 1979 est inauguré le port de Jebel Ali, à 40 km au sud de la ville. C'est le plus grand port de transbordement au monde, avec sa cale sèche pour supertankers. Il est associé à une immense zone franche où General Motors, Siemens, Schneider, entre autres, ont ouvert des succursales, si bien que des marchandises venues du monde entier y sont entreposées, conditionnées, parfois transformées, puis réexpédiées. Avec au total 9 zones franches, Dubaï est ainsi devenu un hub logistique et commercial majeur au Moyen-Orient. Ce développement a été rendu possible par l'exploitation du pétrole amorcée en 1962 dans les Émirats. Or, les réserves de Dubaï seront épuisées environ vers 2015. Donc, l'Émirat a décidé de se diversifier, investissant dans les technologies de la communication, dans le tourisme et dans les services financiers. Donc, allons voir de plus près. Plusieurs édifices sont actuellement en construction, comme on le voit sur cette photo satellite. Il y a d'abord un ensemble d'îles artificielles formant 3 palmiers, dont 2 sont presque achevés. Reliés à la côte, ces palmiers sont protégés par un récif de 15 km de long. Ils accueilleront plusieurs dizaines d'hôtels, des restaurants, un parc aquatique, des marinas. Le deuxième projet, c'est la construction de 300 petites îles artificielles prenant ensemble la forme d'un planisphère. Ce petit monde s'étend sur 9 km de longueur et 6 km de largeur. Les îles sont vendues entre 7 et 37 millions de $ à des particuliers, à des promoteurs, qui construiront soit des maisons individuelles ou bien des lotissements, des hôtels, des infrastructures pour les loisirs. Alors avec ces projets, Dubaï gagnera environ 800 km linéaires de front de mer artificiel et les autorités de Dubaï veulent faire de l'Émirat un haut lieu du tourisme mondial. Dubaï accueille déjà 4 millions de tourisme par an et compte en recevoir 15 en 2010. Elle compte déjà plus de 260 hôtels, dont le Burj El Arab qui domine la ville avec ses 321 mètres de haut. Dubaï construit aussi le 2e plus grand centre commercial du monde, le Mall of Emirates, qui offre depuis peu une piste de ski à l'intérieur du mall. Elle accueille aussi une cité des médias où se trouve le siège de la chaîne Al Arabiya, qui est concurrente de Al Jazeera, qui émet depuis le Qatar voisin. Et puis enfin un village du savoir qui accueille 17 universités, presque toutes étrangères. Alors tout cela est pharaonique. Et au-delà de l'ambition économique, ces projets ont évidemment une portée symbolique.
Le Monde traduit la prétention de Dubaï à réunir tous les peuples dans un village global. Et avec la construction d'une tour de 800 mètres de haut, la Burj Dubaï, Dubaï détrônera les 450 mètres de la tour la plus haute du monde, qui est à Taïwan, et même les 540 mètres du futur World Trade Center à New York. Changeons maintenant d'échelle. D'abord, à l'échelle régionale, Dubaï et la Fédération des Émirats arabes unis sont apparus comme un îlot de paix au cœur du Moyen-Orient, au moment où les pays du croissant fertile se sont enfoncés dans un cycle de tensions ou de guerres ouvertes. Pendant la guerre civile libanaise de 1975 à 1991, Dubaï a pris peu à peu le relais de Beyrouth comme place financière du monde arabe. Comme le Liban à son époque, Dubaï joue aussi un rôle de défouloir pour les sociétés perses et arabes du Golfe, où se pratique un islam rigoureux. À Dubaï, l'alcool est en vente libre dans les grands hôtels, qui abritent aussi des boîtes de nuit, pour n'évoquer que cela. Ensuite, avec la guerre Iran-Irak de 1980 à 88, puis la guerre du Golfe 90-91, puis enfin l'effondrement de l'URSS, les zones franches de Dubaï deviennent le lieu d'approvisionnement pour les marchands qui font la navette depuis l'Iran ou l'Asie centrale. Cela permet ainsi de contourner l'embargo américain sur l'Iran qui a été décrété en 1995. Et enfin, avec les attentats du 11 septembre, Dubaï récupère de nombreux capitaux de ressortissants arabes d'Amérique du Nord qui cherchent à se réinvestir au Moyen-Orient. Dans ce contexte, ses premiers marchés de réexportation sont aujourd'hui l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Inde. Dubaï sert aussi à l'Arabie saoudite voisine pour effectuer ces transactions financières internationales qui sont entravées par la législation islamique dans le royaume. La ville attire bien logiquement les jeunes Libanais, Palestiniens, Iraniens, plus de la main-d'œuvre venant d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, plus des expatriés occidentaux. Au total, la population est aujourd'hui à 85% d'origine étrangère à Dubaï. Maintenant, l'échelle mondiale. Dubaï est le troisième centre de réexportation au monde. Les principaux clients ne sont plus seulement régionaux, ils sont de plus en plus en Chine, en Inde, au Japon, également l'Union européenne, les États-Unis. Dubaï, en 2005, est le 9e port-container au monde avant Los Angeles. L'aéroport de Dubaï est le 2e aéroport au monde pour le nombre de passagers en transit. La compagnie aérienne Emirates dessert plus de 70 destinations. Elle a d'ailleurs commandé 43 Airbus A380. Et avec la construction d'un 2e aéroport international à Jebel Ali, qui intégrera une plateforme multimodale, Dubaï ambitionne de devenir un carrefour logistique de dimension mondiale. Divers facteurs peuvent expliquer la réussite de Dubaï. D'abord l'esprit marchand de la famille des Maktoum, au pouvoir depuis 1971, un esprit d'ouverture et de tolérance par rapport à l'environnement régional, le réinvestissement sur place des revenus pétroliers des Émirats de la Fédération, et puis les crises régionales récurrentes. Mais l'Émirat aujourd'hui est face à plusieurs vulnérabilités. D'abord, l'impact environnemental de ce développement de la zone littorale est considérable. L'empreinte écologique des Émirats est, selon le WWF, la plus forte au monde, devant les États-Unis et le Canada. Par exemple, on y utilise 2 fois plus d'eau par habitant qu'en France. Ensuite, 85% de la population est d'origine étrangère, soit plus de 140 nationalités. La majorité, c'est-à-dire surtout des Indiens et des Pakistanais, sont mal logés. Ils ont des salaires de misère, ils n'ont pas de protection sociale. Ils vivent dans une forte ségrégation sociale et raciale. Dubaï ne pratique pas du tout le melting pot. Seule la minorité autochtone dubaïote a le droit de propriété, par exemple. Eh bien, tout cela pourrait ouvrir sur de fortes tensions internes. Ensuite, l'engagement dans la mondialisation comporte des zones d'ombre. Contrebande, financement parfois obscur, c'est le résultat de trafic de drogue ou d'armes. Certains pays d'ailleurs s'en alarment parce que Dubaï ne fait pas toujours preuve de zèle pour exécuter les mandats d'arrêt internationaux relatifs à la délinquance financière. En fait, Dubaï cherche à être un modèle pour le monde arabe, mais aussi pour montrer à l'Occident les potentialités d'un État arabo-musulman, ainsi loin des amalgames et de la thèse du choc des civilisations. Mais pour les intégristes musulmans,
Peut-être qu'elle est justement trop occidentale et devient ainsi potentiellement la cible d'un attentat. Vous pouvez approfondir votre connaissance de cette cité-État en lisant Dubai, The New Arab Dream, édité par l'IFRI et SCG. Ce très beau livre sur l'architecture et le design de la cité-État, édité à Cologne en 5 langues. Et puis une revue d'urbanisme et d'architecture qui s'appelle Très Urbain, qui consacre un long article critique, cette fois-ci à Dubaï, sur le manque d'urbanité, de lien social qui existe désormais dans la cité-État.